Qui aurait pu croire que le CAC 40 allait tout exploser en ce début d'année 2026 et surperformer les indices américains dans le sillage de ses homologues européens comme l'Espagne, l'Italie ou encore le Portugal. C'est un début d'année aussi porté par des publications solides, celles des bancaires qui sont nombreuses au sein du CAC 40, mais également bien entendu des valeurs historiques comme Air Liquide ou plus récemment Engie. Alors évidemment, désormais le cap des 8000 points est acquis et tous les regards se portent sur la marche suivante qui paraît presque surréaliste, celle des 9000 points. Est-ce que le CAC 40 a encore l'énergie nécessaire pour aller jusqu'ici ces prochaines semaines et quelles actions pourraient en profiter? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo Bourse Trading et Investissement qui s'intitulera cette semaine CAC 40 vers les 9000 points. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre et me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez toujours à activer la clochette et bien sûr YouTube afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ça y est, on a dépassé le cap des 8000 abonnés. Merci pour votre confiance. Donc si vous voulez, sur la newsletter bien sûr, si vous voulez vous inscrire, c'est 100% gratuit et vous pouvez bien sûr y retrouver notre célèbre portefeuille forteresse dont on fera le suivi, eh bien je crois que c'est la semaine prochaine, si tout va bien. En tout cas, très prochainement, puisque on fait le suivi mois après mois. Je vous invite également à retrouver en ancien contenu la vidéo que j'ai réalisée sur les actions du CAC 40. C'est la vidéo d'il y a 2 semaines, mais elle est toujours valable, même elle est plus valable que jamais, puisqu'il y a eu des gros replis sur certaines actions. Donc allez voir si ça vous intéresse, ou que vous n'avez pas l'action que vous vouliez sur cette vidéo-là. Eh bien, revenez à la vidéo précédente, quelles actions choisir, et vous pourrez retrouver éventuellement des supports et des zones de prix qui peuvent éventuellement vous intéresser pour le long terme. Bien entendu, vous avez à votre disposition aussi sur le podcast de la bourse.fr un espace de formation, coaching, mais vous avez aussi surtout la fameuse formation gratuite. Alors, elle ne fait qu'augmenter, il y a de plus en plus de monde qui s'inscrivent, donc c'est cool, les retours sont super. Merci d'ailleurs pour vos retours. S'il y a d'autres idées, etc. aussi, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux ou directement il y a un onglet contact sur le site, donc n'hésitez pas. Il y a eu plein de nouveaux modules, je vous avais promis que cette année, c'était vraiment une de mes priorités, d'élargir cette formation. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, il y aura, je pense, entre 30 et 35 modules de formation sur tous les sujets liés à l'investissement, donc la bourse, la gestion privée, l'immobilier, la banque, les crypto-monnaies et les matières premières. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre cette formation, ces modules de formation intemporelle gratuits qui sont bien sûr à votre disposition sur le site lepodcastdelabourse.fr, site sur lequel vous retrouverez aussi nos programmes d'accompagnement pour ceux qui veulent aller plus loin, MTT Premium, que vous connaissez évidemment tous, et le dernier arrivé, MTT Découverte. Donc merci pour votre confiance. Lors de la semaine dernière, il y a eu pas mal de personnes qui nous ont rejoints encore, donc ça fait plaisir de voir cette communauté qui grandit depuis 5 ans déjà. Donc merci beaucoup pour votre confiance, merci pour tout ça. Les partenaires que je remercie, car bien sûr, ils permettent aussi la fabrication de tous ces contenus gratuits, Trade Republic, Bitvavo, Urutia Gestion Privée, ProRealTime, Aucoffre.com et Investing pour bien sûr la référence fondamentale. Nous avons eu également une émission, alors pareil, qui a eu malheureusement assez peu de vues à ma grande surprise, mais par contre les retours ont été exceptionnels. C'est là aussi où j'ai du mal des fois à saisir, mais voilà, vous avez le top action de Goldman Sachs qui est disponible également, un petit peu comme la vidéo action CAC 40, donc n'hésitez pas à aller la revoir. Elle a été publiée il y a une dizaine de jours, donc elle est aussi toujours bien sûr disponible. N'hésitez pas s'il y a des actions qui vous intéressent. Et puis, on passe au programme de cette vidéo-là. Donc, CAC 9000, exceptionnelissime, porté par la petite fusée NJ, qui a fait une belle publication. Donc, voilà, évidemment, la question que tout le monde se pose. CAC 40, 9000, est-ce
possible et on va répondre, on va essayer du moins de répondre avec les scénarios potentiels et possibles dans les semaines et les mois à venir sur le CAC et sur l'ensemble des marchés. Bien entendu, on fera une analyse macro, on regardera également une question de la semaine qui est fort intéressante. Il y a eu plusieurs questions de la semaine fortement intéressantes que j'ai gardées, mais je peux en répondre qu'à une, sinon on va faire une vidéo de 4 heures, vous allez râler. Donc on va essayer de faire le plus rapidement possible. On fera donc l'analyse macro, la question de la semaine, on passera aux indices directeurs, donc le CAC 40 et le CAC Small comme d'hab. Et puis, on parlera bien entendu des actions avec Engie, Soitec, Essilor, Capgemini, DSY, Schneider, LVMH, Bouygues, Katana, Coface, Airbus, la Française des Jeux, Equinox, Genfit, qu'on suivait depuis un petit moment, qui s'est bien réveillé, Semco, Steve de CRSI, Worldline, Pernod Ricard, Capital B, Seb, qui s'est réveillé un petit peu aussi, Verbio, qu'on suivait depuis des mois et des mois grâce à un lecteur, Veolia qui a publié, Technip Energy, Unibail, Nexity, Argan, Covivio, Carmila, ICAD, SES, Eutelsat, Orange, on parlera des États-Unis avec Mastercard qui s'est pas mal replié, Netflix qui est beaucoup replié, qui arrive d'ailleurs sur des belles zones, Microtechnologie qui ne s'est pas replié du tout, Mercado Libre, Circle, Salesforce, Duolingo, alors ils ont publié hier soir, donc il y aura peut-être des décalages avec le moment où vous regarderez la vidéo. ServiceNow qui est revenu sur un beau niveau de support et Nvidia qui a fait, bien entendu, vous le savez, l'actualité de la semaine. Les titres à suivre, il n'y en aura que, entre guillemets, 4 cette semaine, dont 2 très spéculatifs. Alors je sais que les titres à suivre, vous aimez bien, je sais pas pourquoi. Et souvent, c'est bien de mettre des titres un peu spéculatifs sur les titres à suivre, ça change, donc pourquoi pas. Je vous en ai trouvé 2. Qu'on regardera, 2 configs intéressantes et 2 un petit peu moins spéculatifs. Et d'ailleurs, il y en a un des 2 qui, moins spéculatif, qui est un peu une conviction, vous le savez. Et puis bien sûr, on terminera cette session sur le screener Trend Following, comme d'habitude. Merci du fond du cœur pour vos encouragements, merci du fond du cœur pour bien vos retours chaleureux, positifs, bienveillants. Comme d'habitude, il y a régulièrement des débats aussi en commentaire sur voilà, des ajouts techniques, fondamentaux. Mes commentaires sont ouverts. Voilà, tous les commentaires bienveillants et du moment où ça peut aider, bien sûr, je vous invite à les laisser avec un immense plaisir. Merci aussi pour vos retours techniques. Je tenais à vous le dire, voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est vrai que j'ai eu des problèmes de micro. J'ai changé d'ordinateur pour tout vous dire. Il y a de ça quelques semaines et du coup tout n'est pas au point et voilà, bon, il y a des mises à jour qui sont pas évidentes. C'est pas trop mon métier. Donc c'est jamais évident. Donc voilà, vous me direz aussi si le retour son est bon. Je crois qu'il y avait un petit écho, certains m'avaient dit. Je crois que c'est résolu, mais bon, vous me direz. Allez, le résumé de la semaine, donc avec la saisonnalité d'abord, comme d'habitude. On va basculer petit à petit sur le mois de mars et c'est un mois de février qui ressemble grosso modo à ce que les statistiques nous avaient promis, hein, entre guillemets, avec un mois de février un peu, voilà, un peu un zigzag, un peu plus difficile d'ailleurs sur le Nasdaq. On a eu un mois finalement difficile. Alors on verra effectivement. Il reste un jour. Il reste un jour. On verra si la clôture du soir change grand chose, mais a priori de toute façon, ce qu'on aura vécu, si vous voulez, c'est pas tant en termes de performance, c'est plus en termes de sensation. Et on aura quand même vécu un mois de février un peu en zigzag sur les marchés américains. Beaucoup moins vrai, on le verra sur le CAC 40. Beaucoup moins vrai. Mais là aussi, c'est quelque chose qu'on avait formalisé et que la saisonnalité nous indiquait. Donc on en est à peu près là. Sur les marchés américains, à peu près. Donc, moi, ce que je pense, et on le verra, c'est qu'on peut avoir encore pas mal de zigzags sur les marchés américains. Mais ce que je pense également, vous le savez, je pense que le marché va jouer quand même à minima un rebond, si ce n'est peut-être même aller chercher le haut de range, voire même peut-être sa cassure avant l'été. Voilà, moi c'est une petite conviction qui est une conviction de rebond, de flux temporaire. Pour moi, ça ne changera pas l'idée de fond aussi que vous savez, c'est-à-dire qu'on est dans du zigzag, on va y revenir sur les marchés américains notamment, mais je pense que le marché va quand même aller jouer des rebonds parce qu'il est vrai qu'on peut avoir des sous-valorisations. Pas des sous-valorisations, si, des sous-valorisations par rapport à la moyenne qui sont un peu temporaires. Je pense quand même que c'est un marché de flux et que ces sous-valorisations temporaires, il va les jouer. Bref, j'avance avec la saisonnalité indice par indice. Celle du Dow Jones donc ressemble plus ou moins à ce qu'on a vécu, donc un mois de février en zigzag. Mais vous voyez que sur le Dow Jones, on peut avoir un début mars
qui peut être pas si mal que ça, avant éventuellement d'avoir un mois d'avril qui lui est un des mois les plus favorables sur les marchés. C'est vrai également dans une moindre mesure pour le Nasdaq qui a un début mars, vous voyez, un peu plus compliqué lui, avant éventuellement d'avoir un mois d'avril bien meilleur. Donc je pense qu'on peut s'orienter aussi sur quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Le DAX, lui, il a bien progressé, il stagne, on le voit beaucoup hein, depuis le début d'année, il est plutôt stagnant. Ça pourrait continuer avant, éventuellement lui aussi à partir de mi-mars, d'avoir une petite accélération, on verra. Et bien entendu, pour notre hop, je reviens là, je suis allé un petit peu trop vite. Non, non, je suis pas allé trop vite, c'est bon, CAC 40. Donc le CAC 40, lui, effectivement, vous voyez, il est un petit peu plus fort. Il est un petit peu plus fort. Il est un mois de février aussi, plus ou moins en zigzag, mais plus fort. Donc voilà, ça peut continuer début mars. On a un trou là, un trou d'air. Bon, on verra. Pas trop pourquoi ce trou d'air est là, mais en tout cas, il est là avant d'avoir un mois d'avril qui est exceptionnelissime généralement sur le CAC 40. Vraiment exceptionnel puisque voilà, en moyenne, vous voyez, vous pouvez gagner jusqu'à 101, jusqu'à quasiment 105, quasiment 4%. Hein. Quasiment 4%. Et pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre, notamment quand on va aller voir l'analyse technique du CAC 40 pour les 9000. Donc voilà, assez intéressant. Après, ça sera beaucoup plus compliqué et je m'attends après, à partir effectivement du mois de mai, des marchés beaucoup plus difficiles sur également les indices européens qui vont devoir digérer. Hein, quand on voit certains indices comme l'IBEX, comme le PSI, le Portugal, le MIB pour Milan pour l'Italie, etc. C'est des indices qui se sont mis en exponentiel. Je parle même pas des autres indices mondiaux comme la Corée, comme Taïwan, etc. Allez voir les indices qui se sont mis dans des exponentielles folles. À un moment donné ou à un autre, ça va devoir souffler. Et quand ça va souffler sur ces indices-là, croyez-moi, il va y avoir des prises de bénéfices qui vont secouer un petit peu le cocotier. Donc, il faut s'attendre aussi à un moment donné à plus de volatilité. C'est saisonnier dans la saisonnalité classique, mais également dans la troisième année, je vais y arriver, de mandat présidentiel américain, bien sûr. Donc, on le sait, il faut s'y attendre. Attendez-vous-y parce que pour moi, les probabilités sont extrêmement fortes. D'accord. On va passer, bien entendu, la période des publications. Cette semaine, on va y revenir. Et la publication de Nvidia, évidemment, était plus qu'attendue. On va pas trop la commenter, on va en parler, mais on va pas trop la commenter parce que bon, ben, ça a déjà été fait 1000 fois et puis je sais pas vraiment qu'est-ce que ça peut apporter de commenter ces publications au-delà des faits. Ce que je peux vous dire toutefois, c'est que on a passé la grande partie des publications. Il va en rester, hein, notamment sur les publications françaises, belges et néerlandaises. Donc on a un mois de mars qui va un petit peu se calmer. Il y aura toujours des publications, mais c'est plus des publications mid and small, donc bien sûr qu'il peut y avoir de l'impact, notamment si vous en avez, évidemment. Mais sur le reste du marché, a priori, il y aura moins d'impact sur ces publications-là. Voilà. Donc, on passe bien sûr à la question de cette vidéo, CAC 9000, est-ce que c'est possible? La Bourse de Paris, on l'a vu cette semaine, a signé chaque jour de la semaine eh bien, un nouveau record grâce à de nombreuses, pardon pour la faute de frappe, publications rassurantes comme Air Liquide, les bancaires, bien entendu, très solides, hein, ou encore Engie, les bancaires, on le sait, sont massivement représentés dans comment dirais-je, dans l'indice. Schneider Electric également hier qui a bien aidé le CAC 40. Quelle démonstration de force, bien entendu, pour le CAC 40 que tant de monde jugeait fragile il y a encore quelques semaines, quelques mois. Donc là aussi, on a les indices européens qui ont fait un contre-pied formidable. Pour moi, c'est un contre-pied justifié, entre guillemets, un petit peu. Parce que les publications quand même sont solides. C'est aussi pour moi une accélération des indices européens par rapport à un flux sur les indices américains qui s'est amoindri. Donc on voit que la performance des indices américains depuis 6 mois, ben il y a rien. Je parle des indices, hein, bien évidemment, c'est pas des actions. Là aussi, j'explorerai ce détail un petit peu plus loin.
et que donc ces flux se sont un petit peu reportés donc sur certains indices moins valorisés, comme bien entendu les indices européens, le CAC 40 notamment. Ensuite, bien évidemment, vous avez eu cette semaine la publication de Nvidia, donc qui a publié des résultats qui ont été encore absolument extraordinaires. Je vous mets quelques infographies, notamment de mon ami Quality Stock, sur voilà des chiffres qui ont été vraiment absolument extraordinaires. Et pourtant, et pourtant, le marché n'a pas vraiment été impressionné, c'est le moins que l'on puisse dire. Puisque, eh bien, hier même, hein, la séance, elle a fini en rouge vif sur Nvidia qui a abandonné, je crois, près de 5. Donc voilà, donc Nvidia continue de capter bien sûr hein, une grande partie de la vague des investissements liés à l'IA, mais cela ne suffit plus à créer un vrai effet de surprise. La question que se posent les investisseurs est de savoir si tout le reste de l'écosystème IA va réellement réussir à transformer ces dépenses massives en profit durable. Parce que les investissements, ils sont énormissimes, ils sont colossaux. Mais en parallèle, les investisseurs ne sont pas totalement stupides. Ils voient que le chômage aux États-Unis commence, a bien commencé d'ailleurs à augmenter. Donc, à un moment donné, qui va payer tout ça si on doit en plus augmenter, pourquoi pas, les prix, ce qui a été le cas aussi entre les puces et pourquoi pas même in fine les prix de l'IA en lui-même, de l'utilisation de l'IA. Quelles conséquences ça va avoir? Je mets de côté évidemment aussi la question de l'électricité, où là on voit que apparemment ils vont devoir eux-mêmes construire leur générateur d'électricité, etc. Bref, il y a beaucoup de questions. Et ce que je dois aussi vous avouer, c'est que ce que j'ai dit aussi sur MTT le soir de la publication, c'est que j'avais été un petit peu mal à l'aise avec cette publication-là. Parce que je la trouvais, c'est un sentiment, attention, c'est pas factuel, c'est un sentiment, je l'avais trouvé too much. Je l'avais trouvé too much, presque un peu poussé, et ça m'a travaillé un petit peu, les heures qui ont suivi d'ailleurs, une bonne partie de la nuit, et je suis allé voir d'ailleurs des comptes américains qui valent ce qu'ils valent, hein. Là aussi, je suis pas du tout, vous me connaissez, pas du tout un esprit complotiste, etc., mais j'aime bien quand même avoir l'avis de tout le monde, et il y a des comptes américains qui stipulent que il y a des chiffres, dans les chiffres proposés par Nvidia, qui sont un peu gonflés. Donc ça aussi, bon, ça peut un petit peu poser un certain nombre de questions. Et je me demande si voilà, tout ça ne fait pas qu'on plafonne un peu sur Nvidia, d'autant plus que techniquement, on le verra plus tard dans la vidéo, on est sur des zones un petit peu hautes. Il n'enlève à rien du tout que c'est une action extraordinaire, des chiffres extraordinaires. Donc vraiment, voilà, pour moi, si on ne s'en tire qu'aux chiffres eux-mêmes, que Nvidia fasse moins 5 hier, c'est une anomalie de marché. Donc, partant de ce principe qu'avec des chiffres comme ceux qui ont été publiés hier sur Nvidia, si le marché sanctionne, c'est que le marché voit d'autres choses que les chiffres. Voilà. Et c'est là, en fait, quelque part, où... alors, j'ai pas de réponse, évidemment, hein, j'ai pas de réponse, vous non plus, j'imagine, les analystes eux-mêmes non plus, j'imagine. Mais quelque part, je vous mets ça sur la table pour aussi vous pousser un petit peu plus loin à la réflexion. Donc, quelques zones d'ombre, pardon, subsistent également. Certains comptes américains, voilà, relèvent que les chiffres publiés semblent largement sous-estimés parfois. Donc, affaire à suivre. Là encore, je plante ça comme une graine. Et puis, chacun se fera sa propre idée. On a eu d'autres publications, comme un peu plus décevantes. Pas mal de publications décevantes aux États-Unis, mine de rien. Hein. IMS également, voilà, publication un petit peu décevante. Là aussi, bon support, publication décevante. Mader, publication décevante. Circle, publication pas mal, par contre, de Circle. Vraiment intéressante, on la verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et Mercado Libre, également, publication coup-ci, coup-ça. Voilà, coup-ci, coup-ça. On verra également en fin de vidéo, ça fait un moment hein, qu'on dit qu'on l'a trouvé haute, Mercado Libre, elle a bien corrigé et on va revenir là aussi sur des niveaux intéressants. Là aussi, la patience paye pour les long-termistes, n'oubliez jamais ça. Ensuite, donc, on revient un petit peu en Europe, hein, donc on va être la semaine prochaine donc porté par les résultats encore. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a des résultats importants quand même, hein, puisque vous avez du Thales notamment, vous avez du ASM International et Biomérieux. UMG également, qu'on suivait pas mal à un moment donné, je la suis plus c'est vrai, mais voilà, ça va être intéressant de regarder, car
property qu'on a tradé nous sur MTT une bonne partie du mois de février. Donc qui est bien relevé d'ailleurs, et qui va être intéressante à suivre. Le calendrier des dividendes, très peu de choses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a traversé, donc pour en revenir un petit peu à l'écho macro, on a traversé une période qui n'est pas une période faste, donc pour le S&P 500 depuis 1950. On sait que on est toujours, pour moi, dans cette grande période de range qui dure. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir un petit peu de volatilité. Tiens, je vais me mouiller. Parce qu'il y a eu pas mal de questions aussi avec ce range qu'on voit notamment sur les indices, sur le S&P 500, etc. Il y a certaines personnes qui m'ont dit est-ce que ça vaut pas le coup justement après un range aussi long, aussi congestionné, etc. de pas jouer la cassure, c'est-à-dire au moment donné où ça casse, prendre le signal. Il faut faire attention parce que ces ranges-là sur les indices, je vous donne mon sentiment, c'est un sentiment, c'est tout. Ce range-là sur les indices, tout le monde les voit depuis des semaines, depuis des mois. Pour moi, le plus probable, par expérience, le plus probable, c'est que on aille plus chercher des liquidités en faisant des fausses cassures en haut et en bas qu'en vraiment, en vraiment faisant des réelles cassures. Sauf s'il y a un événement vraiment majeur qui arrive, voilà, fête de guerre, machin, ce que vous voulez. Donc, je serais peut-être plus méfiant si on commence par casser par le haut que si on commence par casser par le bas. Je serais presque plus acheteur si on casse le range par le bas et qu'on a un petit signal de retournement que le contraire, vous voyez. Donc, attention, quand on voit des ranges que tout le monde voit, depuis longtemps, depuis très longtemps, dans un marché qui manque de liquidité un petit peu et de volume, attention que le marché n'aille pas justement puiser dans des recherches de liquidité, donc aller chercher des pétages de stop notamment, pour derrière faire le contre-mouvement. Voilà, donc je mets en garde ça, parce que je pense que c'est ce qui va arriver. On a bien sûr toujours un décalage entre l'ETF ici en orange, qui est l'ETF, si vous voulez, un petit peu centré sur les logiciels et software, donc qui a beaucoup décalé. Il y a eu des rebonds, il y a eu pas mal de rebonds, parce que notamment dans la conférence de Nvidia a dit que c'était pas du tout la mort des softwares. Donc ça a généré aussi du rebond, notamment sur les RELX, etc. Walter Kluwer aussi, ça y traite dans une moindre mesure, voilà, pas mal de valeurs, bon vous les connaissez, d'ailleurs les valeurs américaines, vous en avez pas mal, SAP qui a eu du mal à rebondir, ça c'est en Allemagne, ServiceNow qu'on va voir en fin de vidéo, Adobe qui a un petit peu rebondi, mais on voit que toutes ces valeurs sont un peu dans des états catastrophiques, on voit la performance depuis le début de l'année, c'est quand même très compliqué, dans un marché quand même qui lui globalement, vous le savez, reste très cher. Et puis, dans un marché où, par contre, ce qui est très intéressant, et ça, c'est aussi lié à la sous-performance des indices, car très pondéré dans les indices encore, c'est la performance de cette magnifique. La performance est là ce qu'on appelle la prime de valorisation. C'est-à-dire qu'en fait, quel pourcentage à gauche, vous avez le pourcentage de prix que le marché est prêt à payer en plus sur les 7 magnifiques. En gros, sur un price earning ratio, combien le marché est prêt à payer de plus que la moyenne des 493 autres. Et là, en l'occurrence, on est revenu sur des niveaux, c'est dégolfement de bulles, hein, pour moi, ni plus ni rien, de mini-bulles, pas de bulles, c'est pas ce que vous voulez dire, d'excès de valorisation. Et en fait, on est revenu sur quelque chose de plus similaire à ce qu'on a connu dans les années 2015. C'est pour ça que vous avez l'impression aujourd'hui, et c'est pour ça que, pour moi, l'erreur est de croire qu'on est revenu sur des niveaux pas chers. On n'est pas revenu sur des niveaux pas chers sur les 7 magnétiques. On est revenu sur des niveaux habituels, de ce qu'on voyait avant 2020, quoi, avant 2018 même. Donc, vous voyez, donc faut pas confondre. On s'est tellement habitué ces 10 dernières années à avoir des sets magnifiques qui étaient survalorisées parce que elles attiraient tellement les flux que lorsqu'elles reviennent sur des niveaux toujours survalorisés, parce qu'on est toujours 30%, on est prêt à payer une prime de 30% de survalorisation, ce qui est en somme toute assez logique de payer des valeurs comme ça un petit peu plus cher quand même, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est pas cher. D'accord? Donc ça aussi, il faut faire attention. On a toujours, bien sûr, une inflation qui colle au papier, et notamment, bien sûr, aux États-Unis, hein, notamment l'inflation de la nourriture, avec, vous le voyez, voilà, l'Amérique centrale, l'Europe centrale à 4%. Donc c'est pour ça que vous avez aussi, ça aussi, il faut le dire, que vous avez l'impression
malheureusement, entre guillemets, l'inflation s'est calmée. C'est-à-dire que, notamment en Europe, on ressort des taux d'inflation à 0,5-0,6. Mais malgré tout, notamment en France, eh ben, vous avez quand même l'impression que les prix augmentent un petit peu au supermarché. Ben, on a quand même une inflation sur la nourriture de 1,6. C'est pas énorme, mais 1,6, quand même, vous le sentez dans votre quotidien. Voilà. Et il y a des pays qui s'en sortent beaucoup plus mal, bien entendu. Donc l'Amérique du Nord avec les États-Unis 2,7. L'Amérique du Sud un petit peu aussi, hein, on va dire à peu près à 3-3,5%. Voilà, évidemment, vous avez d'autres pays qui s'en sortent beaucoup moins bien. Voilà, bon, après, c'est des pays un petit peu à la marge, mais voilà, on a quand même une inflation sur la nourriture qui est importante. Et donc, la moyenne, hein, malgré tout, la moyenne de la nourriture, de l'augmentation des prix de la nourriture, quand même à 3,2%. C'est pas rien, hein. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas. Vous allez me dire, ouais, mais ça n'a rien à voir avec la bourse, etc. Eh bien, si, parce que malgré tout, c'est du manque à gagner quelque part. Si vous êtes rogné par l'inflation, ben vous avez moins de pouvoir d'achat. Je veux dire, si votre salaire il augmente pas ou très très peu, ou en tout cas moins de 3,2% par an en moyenne dans le monde, ben potentiellement vous perdez du pouvoir d'achat. Et si vous perdez du pouvoir d'achat, potentiellement vous pouvez retirer de l'épargne. Et si vous retirez de l'épargne, vous pouvez retirer une partie de vos économies en bourse. Donc voilà, tout ça pour dire que quand même ça pèse encore. On est sur un marché encore une fois qui en fait historiquement avance par paliers. Donc, on revalorise d'abord le marché, puis on stagne, et puis on digère. On revalorise ensuite le marché, puis on stagne et on digère. On revalorise le marché, on stagne et on digère. Pour moi, on est clairement dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'on a bien revalorisé le marché depuis 13 ans. Est-ce qu'on est déjà un peu en avance sur un cycle et potentiellement on est déjà sur quelque part une période un peu comme ça? C'est-à-dire que voilà, on peut avoir on va basculer sur un marché boursier en termes d'indice, hein, bien entendu, qui va un petit peu stagner, ou est-ce qu'il reste un petit peu de potentiel? Voilà, toute la question pour moi, elle est là. On n'oublie pas non plus que nous sommes dans un marché où effectivement, eh bien, voilà, il y a très peu de shorts. Voilà, il y a très peu de shorts. Donc ça aussi, ça peut générer un problème de flux. C'est d'ailleurs ce qu'on a un petit peu en ce moment, hein, un problème de flux, notamment sur le S&P 500. Et on est quand même, voilà, globalement sur une période où on a un bull and bear qui est dans le bull depuis un petit moment. Voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire, porté bien sûr par, on le sait, les 7 magnifiques, même si on le voit et on n'a pas la continuité ici, parce que ça s'arrête à décembre, mais effectivement, on a ici, quelque part, une période de stagnation, comme on avait pu connaître ici, comme on avait pu connaître là, ou même là, d'ailleurs, avant d'enchaîner, mais voilà, une période où les 7 magnifiques sont effectivement sont topiches. Voilà, topiche, ça ne veut pas dire que on va avoir un retournement à la baisse, mais forcément. Mais en tout cas, on a une grosse période de digestion où, eh bien, effectivement, on a notamment les values qui se sont bien réveillés. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le paradoxe, c'est que c'est les stock pickers, là, aujourd'hui, qui surperforment largement. Après des années où les traders passifs, entre guillemets, hein, c'est-à-dire les investisseurs qui avaient juste des ETF, eh bien surperformaient ceux qui avaient des actifs parce que ceux qui étaient actifs parce que les 7 magnifiques, eh bien englobaient une grande partie de la performance des indices mondiaux. Eh bien là, on le voit, c'est le contraire. Depuis le début de l'année, c'est le contraire puisque vous avez plus de 60% des actions des actions du S&P 500 qui font mieux que le S&P 500. Le graphique suivant, c'est le même graphique, mais j'aime bien avoir deux sources différentes. Voilà, qui montre que sur les 500 actions du S&P 500, vous en avez peut-être 320, peut-être 330 qui font mieux que le S&P 500. Ce qui prouve que là aussi, un ETF équipondéré fait le boulot, mais ça aussi, c'est quelque chose dont on le savait. Revoyez les vidéos de l'année dernière, on disait on est sur un niveau très faible d'actions qui surperforment. Il est possible que le marché rééquilibre. Le marché ne le fait pas dans la demi-mesure, hein, vous voyez. Donc c'est pour ça que là aussi, vous avez un ETF S&P 500, mais tous les ETF. Hein. Vous prenez un ETF équipondéré World, j'imagine, qui fait aussi mieux qu'un World classique. Mais ça, c'est des choses voilà, qu'on avait vues. On est toujours bien sûr dans une période où on n'a pas de visibilité sur le taux de chômage. Donc là aussi, ben, on avance un petit peu avec un bandana sur les yeux. On sait qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont plongé. On sait que le risque de crédit sur la tech ne fait qu'augmenter. Et on sait aussi que lorsque ce risque de crédit augmente, ben, généralement, c'est des périodes à minima de stagnation. Voilà, à minima de stagnation, comme ça avait pu être le cas notamment ici en 2016.
Sinon, au pire, voilà, comme là aussi, sinon au pire, à derrière des corrections de marché. Donc pour moi, la possibilité quand même alors qu'on aille faire des nouveaux plus hauts, comme je vous l'ai dit, hein, aller chercher des liquidités, tout ça, oui, c'est possible. Par contre, est-ce qu'on aura le peps sur les indices américains, le peps d'aller chercher vraiment, voilà, des niveaux records, les 55 000 sur le Dow Jones et cetera? Très franchement, à court terme, je parle, à court moyen terme, même je dirais toute l'année 2026, j'en doute. Ou alors, il faudra un catalyseur énorme qu'on ne connaît pas. Voilà, mais j'en vois pas trop. Je vois plutôt des catalyseurs, négatifs qui peuvent arriver que des catalyseurs positifs. Ce que je vous disais, c'est que là aussi on a connu jusqu'en 2024, eh bien, la surperformance des fonds passifs, mais que ces 2 courbes-là, par rapport aux fonds actifs ici en bleu, peuvent s'inverser. Se sont inversées pour moi. Ce serait bien, j'ai pas retrouvé, mais ce serait bien d'avoir ce graphe à jour. Mais je pense que la surperformance des fonds actifs, elle est meilleure depuis, certainement, à peu près une demi-année. Donc la corrélation pour moi du S&P 500 ressemble beaucoup à ce qu'on avait eu dans les années 98-2000, avec ben voilà un marché qui, après avoir énormément progressé, pourrait avoir une longue période de stagnation. Ça s'applique également avec l'année de mid-élection présidentielle américaine, avec une année, vous voyez, où on peut encore avoir ce pic, et je pense qu'on peut l'avoir. Voilà ce que je vous disais, hein, jusqu'au mois d'avril, avant d'avoir une année un peu stagnante avec du zigzag. On l'a sous un autre regard ici. Donc voyez, je pense qu'on peut avoir voilà, ce petit rebond là, ce petit mouvement, donc je pen on en est là d'ailleurs, hein. Donc je pense qu'on peut l'avoir, mais après, ce sera certainement plus compliqué avant, je l'espère, d'avoir une fin d'année par contre qui rattrapera un petit peu. Le point positif, très positif, c'est que l'année, préélection, présidentielle est une très, très belle année. Donc généralement, là aussi, c'est des scénarios que vous connaissez, parce que c'est des scénarios que je vous avais proposés déjà depuis l'année dernière, on est pile dedans. Encore une fois, tant que le marché est d'accord avec nos scénarios, notre scénario principal, on n'a pas besoin d'en changer. Pour le moment, il colle parfaitement. Donc avec, vous voyez, pour moi, on est là, voilà, on est sur un moment de reprise, de stagnation. On peut avoir derrière une chute encore du VIX avec, qui pourrait correspondre avec une accélération des marchés. Donc on va dire grosso modo jusqu'au mois d'avril, avril inclus, et ensuite on aura très certainement mécaniquement une augmentation du VIX jusqu'au dernier trimestre de l'année. Avant, derrière d'avoir par contre, je l'espère, des performances beaucoup plus intéressantes pendant quelques mois. Voilà grosso modo, pour moi, ce qui se dégage, du moins, probablement, il faut avoir beaucoup d'humilité évidemment là-dessus, mais probablement, c'est ce qui pourrait nous arriver sur cette année 2026. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, hein, que ce soit sur le portefeuille Forteresse ou, bien sûr, de newsletter. D'ailleurs, je ferai une newsletter sur Nvidia, tiens. Bientôt, là, j'ai commencé à l'écrire. J'essaierai de vous la publier. Eh bien, vous pouvez, bien sûr, vous inscrire au portefeuille Forteresse. Le dernier mois, le portefeuille Forteresse a réalisé, le dernier mois, je veux dire, arrêté au dernier mois, hein, parce que c'est pas le dernier mois, c'est depuis un peu plus d'un an, était à une performance de 14%. Je rappelle que c'est un portefeuille que vous pouvez copier quand vous voulez. Bien sûr, donc pour accéder à la newsletter, vous avez tout en description. Donc pour, la modique somme de 0 €. Alors, la question de la semaine, question très intéressante cette semaine. Et c'est une question de, JP, donc qui m'a été adressée, sur, je crois que c'était Twitter. Alors, j'aurais une question bonsoir Tino, j'aurais une question pour la question de la semaine. Quel serait le secteur à regarder pour une future rotation post-utilities? Parce que c'est vrai que, les utilities, c'était un secteur, c'est toujours un secteur, hein, bon maintenant il a bien progressé c'est sûr, mais c'était un secteur, qui était un secteur conviction pour ces derniers mois. Et merci pour DBG et Arcelor. Je pense que nous avons été beaucoup à suivre tes convictions avec une belle réussite. C'est vrai que, pour le coup, les convictions ont eu un taux de réussite assez élevé. Ce ne sera pas toujours le cas malheureusement, mais il faut le reconnaître. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors pour répondre à la question, pour te répondre à ta question, JP, quel serait le secteur à regarder? Alors c'est très difficile évidemment d'anticiper quoi que ce soit, c'est très difficile de se projeter, c'est très difficile de savoir ce que va penser le marché dans 3 mois, mais moi à titre personnel, j'adore ça. À titre personnel, j'adore jouer à ce jeu-là, avec son lot de réussites et son lot d'échecs bien évidemment, hein. Encore une fois, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Mais j'aime bien jouer à ce jeu-là et donc ta question évidemment, c'est une question que
sur laquelle je réfléchis en permanence. Et ma question, c'est de savoir quels sont les secteurs qui vont être joués. Alors, le premier secteur qui potentiellement va être joué pour moi, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière déjà, c'est le secteur de l'énergie. Secteur de l'énergie parce que très trop sous-pondéré peut-être sur la partie du S&P 500. Donc c'est un secteur qui pour moi est porteur, qui est nécessaire encore, et je pense que c'est un secteur évidemment qui peut être un secteur fort. Ça me rappelle beaucoup la période fin 2021-2022 où grosso modo tout plongeait, notamment la tech, note surtout la tech. Il y avait à cette époque-là 2 marchés, 2 secteurs qui résistaient. Il y avait le luxe à cette époque-là qui tenait d'ailleurs beaucoup le CAC 40, hein. On avait LVMH, Hermès, qui était au plus haut, pas le cas de Kering, mais LVMH, Hermès, et qui tenait bien largement, bien sûr, le CAC 40. Et vous aviez un autre secteur qui portait beaucoup les indices, et notamment le CAC 40. Vous avez le secteur de l'énergie. Il y avait notamment Total, mais il n'y avait pas que Total, il y avait un petit peu tout. À l'époque, déjà Vallourec avait fait des gros rebonds, et cetera, et CGG, Viridien également. Il y a eu pas mal de valeurs qui avaient beaucoup rebondi, et d'ailleurs toutes ces valeurs-là, hein, on les suit semaine après semaine, et c'est des valeurs qui ont été largement bien revalorisées. Mais je pense que ça peut continuer. Voilà. Donc secteur de l'énergie pour moi en numéro 1, et après je t'en donne 2 autres. Un que j'ai jamais trop aimé, mais le secteur communication. Donc on verra quelques valeurs hein, dans cette vidéo. Et surtout, le secteur IMO. Voilà. Le secteur IMO qui pour moi est en train de se réveiller depuis des mois et des mois. J'en ai pas mal parlé sur ces vidéos-là en vous montrant quelques actions. On en verra d'ailleurs dans cette vidéo. Je pense que c'est vraiment un secteur qui est en train de se revaloriser. Alors, il ne faut pas tout prendre, il faut faire gaffe parce qu'il y a des valeurs qui sont quand même en grande difficulté dans ce secteur-là, plus ou moins liées bien sûr à l'immobilier. Je pense à Nexity notamment, qui est une action quand même en grande difficulté. Mais par contre, il y a des foncières qui sont vraiment intéressantes, pas très bien valorisées, même des françaises. Donc voilà, seul inconvénient souvent des foncières en France, c'est que vous êtes obligé de les mettre sur compte titre et non sur PEA. Ils sont pas éligibles. C'est un peu une anomalie quand même, mais bon. Voilà, après, souvent en plus, pour ceux qui aiment les dividendes, vous avez généralement des bons dividendes, donc c'est toujours intéressant de s'intéresser à ces valeurs quand elles sont pas très chères et qu'elles ont potentiellement des faits, des bas de cycle. Bref. Donc voilà pour te répondre, hein, JP, grosso modo, pour moi un petit peu comment dire? Les possibilités, les secteurs qui pourraient continuer à en profiter sur toute l'année 2026. On passe donc maintenant bien sûr à l'analyse du CAC 40, j'ai pas grand chose à dire, hein, encore un nouveau record au moment où on se parle, en ce vendredi matin. Pour moi, ce qui est intéressant en fait, si vous voulez, c'est qu'on a un biseau descendant de long terme, et quand on regarde à court terme, on a un biseau descendant aussi. Pardon, ascendant, vous avez bien compris. Un biseau ascendant long terme, un biseau ascendant court terme. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur, donc là vous avez le haut du biseau ascendant de long terme, eh bien ici on a pour moi un CAC 40 qui a déclenché l'exponentielle. Voilà, qui a déclenché l'exponentielle. Et pour moi, il est en ligne de mire, hein, le haut, donc je reviens sur mon graphique long terme, pour moi, il est en ligne de mire le haut de ce biseau-là. Donc voilà. Donc, et ce qui est très, ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport, vous savez, aux performances, pour arriver à partir de là, pour arriver aux 9000 points, vous avez une performance de 4%, 4,17%. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en moyenne, la saisonnalité faisait que, beh bien voilà, jusqu'à fin avril, quelque chose comme ça, vous pouviez avoir une performance, de plus en moyenne de 4%. Donc pour moi, ça collerait éventuellement. Ce que j'aimerais, en fait, pour tout vous dire, ce que j'aimerais, c'est avoir, voilà, un CAC 40 qui, jusqu'à mi-mars, nous fasse une petite pattern, petite congestion à partir de là. Ce qui a pas eu lieu, hein, depuis un petit moment, hein. Il y en avait une un peu ici, il y en avait une un peu là, mais il n'y a pas eu depuis un petit moment. Depuis, on ne fait qu'accélérer là, depuis mi-février, on ne fait qu'accélérer. Ce que j'aimerais, c'est que quelque part, on stabilise là pendant voilà, 10 douzaines de jours, et derrière, on ait une nouvelle accélération du CAC 40 pour aller chercher l'objectif des 9000. Par contre, ce qu'il va falloir faire gaffe, c'est une fois qu'on sera dans cette zone-là. Parce que clairement, pour moi, si vraiment le CAC décide de faire ça, moi j'en sais rien, hein, je vous donne le scénario, après on verra. Mais si clairement le CAC 40 arrive à revenir dans cette zone-là des 9000, il va falloir faire très attention parce que potentiellement, ici, ça avait été largement vendu.
d'accord? Heu, Hop, ici, ça avait été largement vendu, ici, ça avait été largement vendu et on n'a pas eu des petites baisses. Ici, on a eu une baisse quand même jusqu'à, 14. Ici, on a eu une baisse jusqu'à 23. Ici, on a eu une baisse jusqu'à 14. Je prends pas ça parce qu'on a fait un nouveau plus haut derrière. Donc vous avez quand même une baisse, allez, on va dire en moyenne d'une vingtaine de pourcents derrière. Donc vingtaine de pourcents, entre 15 et 20, ça pourrait nous amener quelque part, vous voyez, à aussi derrière voilà, ce genre de mouvement. Qui colle avec ce qu'on dit depuis le début de l'année, hein, même depuis l'année dernière, hein, et ce qui colle aussi à la saisonnalité. Hein. Et après, nous verrons si effectivement à la fin de l'année, donc après la vitesse, j'en sais rien, mais et nous verrons si après, derrière, on peut éventuellement repartir ou si au contraire ce biseau ascendant casse par le bas. Voilà, bon là, on a projeté quand même très loin. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, pour le moment, nous évoluons au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois, nous évoluons toujours au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, nous évoluons toujours au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Est-ce qu'il y a une raison de vendre ce marché? La réponse est non. Regardez, appui MDCC, appui MDCC, appui MDCC, appui MDCC. Donc, ce qui prouve que vous avez un marché qui est solide, très solide. Tant que vous avez l'appui sur la M10 et que tant que vous êtes à l'intérieur de ce canal-là, tracé en pointillé à court terme, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, vous êtes toujours pour moi dans une tendance haussière. Alors, l'autre canal, je ne l'ai pas encore, hein, il faudra voir, peut-être ce sera ça, je ne sais pas. Donc voilà, effectivement, on peut se poser des questions sur, les valorisations, on peut se poser des questions sur, certaines valeurs et cetera. Mais à ce stade, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rien, absolument rien qui, m'invite à vendre le marché. Peut-être pas à investir massivement, pour, les 10 prochaines années. Je suis pas persuadé que quelqu'un qui va investir maintenant va avoir, 10 par an sur les 5 prochaines années. Mais malgré tout, je trouve qu'il n'y a pas de raison, à ce stade, de vendre ce marché-là. Le small, lui aussi, très solide, toujours très solide, qui a sous-performé un petit peu quand même, malgré tout, c'est normal, après avec l'accélération du CAC 40, mais on le voit, qui avait fait, voilà, on l'avait tracé la semaine dernière, qui a fait sa figure de continuation, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la figure de continuation. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'aller chercher, encore une fois, un top sur les small, c'est-à-dire les 17 000 et quelques. Voilà. Et là aussi, tant qu'on évolue là-dedans, bah, il y a rien à dire. Tant qu'on se replie sur les anciennes résistances cassées et qu'elles sont achetées pour repartir et aller chercher des nouvelles résistances à casser, bien pour moi, c'est positif, bien entendu, sur les small caps et sur l'ensemble du marché, bien entendu. Alors ensuite, on passe aux actions, mes chers amis, avec, celle qui nous a, bien entendu, remplis de joie, je crois. À nous tous, en tout cas un bon nombre de nous tous, c'est Andy. C'est Andy qui a fait, une publication, très intéressante et on est arrivé à ma grande surprise. Je pense avoir l'humilité de le reconnaître. C'est vrai que quand je vous ai annoncé que c'était ma conviction, pour 2025, hein, je voilà, je n'avais pas du tout quand on était aux alentours des 15 € quand même, hein. J'avais pas du tout, je l'avais noté, en objectif final, vous le savez, c'était de viser les 30 €, mais franchement, j'y croyais pas vraiment. Parce que pour moi, malgré tout, ce serait difficile et cetera et cetera. Bon, mais c'est fait. Voilà, c'est toute la folie, si vous voulez, des marchés qui sont capables pendant 7 ans de rien faire sur une action, pendant même pratiquement 10 ans de ne rien faire sur une action et en 12 mois ou 18 mois, qui sont capables de les faire doubler, quoi. Donc encore une fois, c'est là où le timing est intéressant et c'est là où également les graphes long terme en mensuel sont très intéressants pour observer notamment les congestions et les retournements de marché, parce que ça vous permet effectivement de maximiser la performance. Donc franchement, j'ai rien à dire. Bravo à celles et ceux qui en ont. Est-ce que c'est le moment de vendre? Je sais pas. Franchement, bon, j'en sais rien, hein. C'est vrai qu'avec, un tel mouvement, on peut, considérer qu'il faut prendre une partie des bénéfices. Maintenant, comme je le disais, sur MTT cette semaine, pour moi, il n'y a pas de raison de vendre, voilà. D'acheter non plus, sauf sur des congestions et cetera pour voir du momentum. Voilà, vous avez des possibilités de stop éventuelles, que vous pouvez mettre pour accompagner le reste de la tendance. Mais voilà, j'ai plus grand chose à dire pour moi sur NJ. On pourra en reparler évidemment, on fera le point s'il y a des choses intéressantes, mais évidemment, j'en ai tellement parlé, si vous voulez, moi ça me gêne un petit peu maintenant d'en parler partout maintenant que le mouvement est fait, quoi. Voilà.
Donc j'ai pas grand-chose à dire. Soitec, on en a pas mal parlé, la semaine dernière, elle a fait un très, très beau mouvement. Là aussi, je suis très content en termes de timing, je suis content de vous l'avoir partagé aussi. Nous, on a pris le trade, sur MTT, voilà, à la cassure tout simplement du pattern, donc ça, pour le moment, bah, ça marche pas mal, hein, puisqu'on doit avoir, je sais pas, des 10 à peu près de perf, voilà, 14 même. Donc voilà, il faut monter le stop, tranquillement. Vous montez le stop, alors sous, le plus bas de la veille, sous la M10, que vous voulez et vous accompagnez au fur et à mesure, voilà, tout tranquillement. J'ai pas grand chose à dire. On a un objectif intermédiaire, pour moi, on y est presque, hein, c'est-à-dire à 45, premier objectif. Mais, c'est pas fini parce que pour le moment, voilà, c'est un titre qui peut se retourner, de plus long terme, c'est pas le cas encore. Il va falloir construire ce pattern intermédiaire, on verra. Mais c'est un titre évidemment, vous le savez, je vous l'ai dit la semaine dernière, à suivre de très près. Et Silor, alors, qui petit à petit redevient intéressante, hein, donc là aussi, on en a beaucoup parlé, je vous ai dit attention, on est sur les plus hauts, faut pas acheter, c'est pas le moment, etc. Et puis, effectivement, d'un coup, ben, vous avez 30 de baisse. Alors, il y a deux possibilités. Ceux qui sont très agressifs. Ceux qui sont très agressifs, en unité de temps, je vais mettre en hebdo, ça va suffire, je pense. Voilà. Unité de temps hebdo, hop, je vais nettoyer ça, ça sert plus à rien. Voilà. Celui-là, si, il était pas mal quand même. On va le laisser. En unité de temps hebdomadaire, donc vous avez le support oblique. Voilà, pour ceux qui sont très pressés, hein, M200, qui avait fait un petit peu support là, voilà, donc toute cette partie-là. Il faut être pressé, hein, donc il faut être agressif, faites attention de garder un petit peu de monnaie. Donc sous les 230, 220, 217, voilà, toute cette zone-là, c'est une zone d'accumulation. Après, à vous de voir, hein, on peut pas voilà, à vous de voir, mais toute cette zone-là, ça peut être une zone d'accumul. Et puis ensuite, vous avez, si cette zone-là lâche, vous avez une deuxième zone de repli qui sera le support oblique de long terme. Voilà. Donc là, on ne peut pas vous donner de zone exactement en euros. Ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la zone à proximité du support oblique. Pourquoi je ne peux pas vous donner de zone? Parce que si ça chute d'un coup, ou si ça chute de manière comme ça saccadée, ben vous n'aurez pas le même prix ici que le même prix là, évidemment. Là, vous avez 150, 170, pardon, et là, vous avez 120. Donc, vous avez 50 euros d'écart, c'est quand même assez considérable. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que plus près possible de ce support oblique sera plutôt pas mal. Donc voilà, ça pourrait correspondre aussi au plus bas ici de 2022. Voilà, bon, à voir. Mais oui, clairement, ce sont mes zones à moi, de repli. Après, à vous d'être d'accord ou non, bien entendu. C'est vous qui ajustez en fonction de vous, tout simplement, hein. Ensuite, on passe à Capgemini. Alors Capgemini, on avait dit que la zone à proximité des 100 était une première zone. Pour le moment, elle réagit très, très bien, notamment sur la M200 là, M200, mensuelle. Donc pour le moment, ça réagit. Donc c'est plutôt pas mal. On n'oublie pas pour les investisseurs qu'il y a une deuxième zone d'accumulation, vous le savez, qui sera par là. Je vous renvoie aux anciennes vidéos, hein, pas me répéter. Mais voilà, en tout cas, ça réagit, c'est plutôt pas mal, même si c'est encore timide, hein, bien entendu. C'est encore timide, mais vous voyez, voilà, on a un double creux qui se forme, on a, voilà. Donc là, pour les traders, hein, vous aurez éventuellement la cassure à tenter, pourquoi pas, la ligne de coup, à tenter. Hop là, voilà, si vous avez ce genre de mouvement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on ait une réduction de volatilité pour ensuite voilà, le tenter vraiment en swing. Pourquoi? Parce que sinon, ça vous fait un stop qui est vraiment un peu éloigné. Vous voyez, si vous prenez, admettons, la cassure là, ça vous fait quand même un stop à 10%. Ça veut dire qu'il faut aller chercher à minima 10% de gain. Vraiment à minima. Je préfère plutôt 15 ou 16. Donc, vous voyez, vous avez quand même, voilà, je préférerais, moi, une petite réduction de volatilité qui me permette d'avoir un stop là. Et là, du coup, ça me ferait un stop à, voilà, 4-5%. Et là, je peux viser tranquillement, allez, mes petits 9-10% de gain. J'ai un meilleur ratio et c'est beaucoup plus proche. Voilà. Donc, il faut que ça, évidemment, nous l'offre, hein. Pas dit que ça nous l'offre, mais c'est plus, moi, ce que j'espère pour du swing, hein. Long terme, c'est autre chose. Long terme, je vous l'ai dit, les deux zones, etc., etc. Voilà. Donc, on peut pas faire plus clair. Je peux pas me mouiller plus que ça. Apparemment, il y en a qui veulent que je me mouille encore plus. Je sais pas quoi faire de plus, mais, mais bon, voilà. Voilà en tout cas mes zones. Capgemini, donc ensuite on a Dassault Systèmes qui s'est bien relevé, hein, aussi bien relevé. Alors attention, hein, malgré tout c'est quand même très difficile. Voilà, on essaye pour moi, on tente de revenir péniblement vers ce support-là. Après, moi je l'ai montré en 4 heures, il y avait la ta séance, voilà, qui était à jouer, qui était ici en 4 heures. Je pense qu'on peut continuer un peu pour aller chercher l'objectif des 19, 19,5.
Mais voilà, il y avait cette séance qui était intéressante à jouer. Si vous reportez la hauteur théorique de la tasse, ça peut vous amener à l'objectif donc des 19,45. Voilà, voilà pourquoi on a ce stratégie-là. Ce n'est qu'un rebond technique à ce stade, hein, bien entendu, hein. Voilà, donc il faut aussi mesurer le fait que voilà. Investissement, moi je vous l'ai dit, j'avais deux zones, la zone des 20 et la zone des 11,45 qui vous ferait un prix moyen à 15, on va dire, grosso modo, 15-16. Donc voilà, pour moi, c'est les deux zones de long terme parce que je pense que dans ce système, éventuellement, ça remettra. Après, il faut le money manager parce qu'on peut se tromper, mais je pense que voilà, c'est des opportunités comme ça quand même de très long terme. Après, bien sûr, hein, le résultat, vous l'aurez peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, vous avez Schneider qui a porté, hein, bien évidemment, le CAC. Bravo, bravo pour ceux qui en ont. Moi, je m'attendais à un repli qu'on n'a pas eu. Qu'on n'a pas eu un repli comme sur le mois d'avril. On l'avait eu au mois d'avril, on l'avait eu ici 2023, 2022, 2022 aussi, mars. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire. Bravo à celles et ceux qui ont tenu le coup. C'était pas mon cas. Il y a même un break, on fait un nouveau plus haut historique. Voilà, je suis pas acheteur. Je suis pas acheteur sur cette valeur-là. Pour moi, c'est une valeur qui peut continuer, qui peut traîner, mais qui à un moment donné aura aussi un repli. Voilà. Donc je serai acheteur, comme à chaque fois, plutôt sur les zones de repli. Quand je dis acheteur, c'est acheteur long terme, bien entendu. Court terme, vous pouvez toujours tenter des choses, même si moi je la traite pas. Je la traite pratiquement jamais, Schneider Electric. Pourquoi? Parce que même si elle est très haussière, elle a des mouvements très erratiques, vous voyez? Elle construit très peu, donc c'est pas une action qui est facile à trader, voilà. Ni agréable, ni facile à trader. Pourtant, vous voyez, ça n'empêche pas de le monter, hein. Là aussi, il faut faire le distinguo entre des configurations techniques et une performance. Et des fois, vous avez des actions qui ont une performance de long terme qui est catastrophique, mais par contre, qui à court terme font des constructions et des patterns qui sont largement exploitables en trading. Et là aussi où malheureusement, certains ont du mal à faire le distinguo avec ça et pensent que c'est parce que ça monte que c'est intéressant à trader. Ou c'est parce que ça baisse que c'est pas intéressant à trader. Malheureusement, c'est un peu plus complexe que ça. LVMH qui a bien tenu la zone des 500 qu'on avait proposé et qui, voilà, on le voit, il y a clairement une réaction sur cette zone des 500. Donc on a eu cette petite configuration, paf la cassure. Donc encore une fois, je nettoie un peu tout mon tralala là. Voilà, pour moi, on est en train de, je sais pas trop à quoi, encore une fois, elle ressemble à cette figure-là, mais on est en train de tracer une figure. Donc ça peut être quelque chose comme ça peut être une séance, ça peut être voilà, mais ça va se regarder et la sortie de cette figure-là, encore une fois, je sais pas laquelle ce sera, j'affine, mais la sortie de cette figure-là vous donnera la prochaine direction. Soit on cassera par l'eau et d'ailleurs vous aurez une accélération du CAC et on ira chercher l'objectif donc des 650, soit on cassera par le bas et là le CAC se repliera évidemment parce que le LVMH est encore très pondéré dans le CAC 40. OK? Donc voilà pour moi, c'est un peu stand-by du coup, hein, sur LVMH. Très, très belle action, oui, très content. C'était une des convictions aussi, on en avait parlé, j'en avais parlé sur un live avec Investing, avec mon partenaire sur la chaîne YouTube. Allez voir, hein, la chaîne YouTube. Donc on en parlait à la congestion, à la cassure ici, à la congestion là. La congestion magnifique. On l'avait affiné avec vous. Voilà, vous avez même proposé ici donc la cassure, pas le pullback. On a proposé un achat au-dessus des 39. Donc c'est vraiment magnifique. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur Bouygues. Pour moi, c'est haussier. Il y a deux possibilités. Soit on aura un repli pour aller chercher derrière le petit suivant, qui est là. Voilà. Soit on va y aller directement. Voilà. Je pense que c'est une action qui a du potentiel. Je pense que ça fait partie des actions qui, elles aussi, comme du NJ, ont dormi pendant 15 ans et qui, tout à coup, se sont réveillées. Voilà. Et donc, derrière, vous avez un potentiel. Si vous estimez que ce range-là, que ça, c'est potentiellement un range, bah, derrière, si vous voulez, vous avez des objectifs qui sont eux aussi, qui peuvent eux aussi être des objectifs plus ou moins ambitieux. Allez, j'ai fait un range peut-être un peu large. Allez, soyons plus, voilà, plus précis, on va dire, en admettant que ça, c'est plutôt une fausse cassure. Vous voyez. Et ça va nous permettre aussi d'ajuster aussi nos objectifs théoriques. Hop, voilà, voilà, voilà. Si on est moins ambitieux, voilà, si on est moins ambitieux, après on verra, hein, mais grosso modo les 60 euros. Ok. Donc je pense qu'il y a un petit potentiel encore, une vingtaine de pourcents sur Bouygues, qui peut faire partie des valeurs qui vont tenir. Alors, je voulais pas en parler, c'était pas prévu. Et puis il y a quelqu'un qui m'a fait un peu de la peine
dans un commentaire qui m'a dit, je sais plus trop les mots exacts évidemment, qui m'a dit: «Tino, je suis un peu embêté avec mes actions Katana, je sais pas trop quoi en faire». Donc j'ai senti qu'il y avait un petit peu d'inquiétude sur le titre. Donc, j'ai pas demandé le PRU de la personne qui se reconnaîtra et je sais pas quelle est la taille de position dans un portefeuille et cetera, donc voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, bon, nous sommes dans une tendance, évidemment baissière, hein, de moyen terme, on va dire. Pour le moment, la tendance de long terme, elle est neutre puisqu'on est sur la M200. On voit qu'il y a une période de congestion. J'ai 2 choses à dire. Pour moi, je ne sais pas s'il faut vendre, acheter, et cetera. Mais ce que je sais, c'est que vendre à proximité d'un tel support, c'est peut-être un peu trop tard. Voilà. Peut-être que, il valait mieux se débarrasser, de ces katanas lors de la cassure ici notamment et cetera. Là, si vous voulez, ça dépend le prix évidemment. C'est sûr que si tu as un prix, à 3 € et que tu es à 2,73 €, peut-être qu'il faut mieux alléger. Mais là, en tout cas, selon le prix, il vaut mieux garder, peut-être, et attendre encore un petit peu parce que pour moi, il est possible que le gros de la baisse soit passé quand même. Après, à court terme, malgré tout, ce que j'observe, j'ai pas vu les résultats, je sais pas quand est-ce qu'ils sortent, mais ce que j'observe à court terme, c'est qu'on pourrait, je dis bien on pourrait, attention, avoir une potentielle fin de structure, une sorte de biseau descendant. On le voit, il y a une belle réduction de volatilité là. J'ai pas regardé, mais il doit y avoir une belle diminution des volumes, c'est le cas. Donc vous voyez, on voit les volumes moyens, regardez la moyenne ici en bleu qui ne fait que baisser. Donc ça veut dire qu'on a quand même une baisse du momentum baissier. Ça ne veut pas dire que ça baisse plus, mais ça veut dire qu'on a un ralentissement de ce momentum baissier. C'est non pas une certitude que ça va déboucher derrière vers un retournement du marché, un retournement de cette pattern-là pour casser par le haut et ensuite avoir un rebond technique et aller chercher les 4,5 €, mais c'est encourageant malgré tout. Dans le malheur, quelque part, c'est encourageant. Ce que je pense, c'est que Katana peut quand même aller chercher cette zone-là des 2 € et des bananes avant de se retourner. Donc ce serait quand même dommage de vendre tout ici, après avoir souffert peut-être toute une longue période, à se retrouver, je sais pas, à moins 30, moins 40, moins 70 sur sa ligne, pour ensuite derrière avoir le retournement. Donc voilà grosso modo, c'est pas un conseil évidemment parce que, encore une fois, il faudrait voir la taille de position. C'est sûr que si tu as 50 % de ton portefeuille, il vaut mieux alléger. Mais en tout cas, je pense que voilà, peut-être que la majeure partie de la baisse est quand même derrière nous. À voir. Ensuite, on passe à une action qu'on m'a demandé, qui est Coface également. On m'a demandé, donc Coface, j'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, on est sur toujours une tendance globalement haussière, portée ici, vous le voyez, par ce trend haussier. Mais pour moi, c'est pas forcément. Alors, on peut casser tout ça et réaccélérer, bien sûr, mais pour moi, le potentiel surachat sur repli est plutôt sous les 12 €. Voilà, cette zone-là. J'ai pas grand-chose à dire encore une fois, à court terme, bon voilà, c'est pas une action que je trade beaucoup habituellement. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est un peu comme Schneider quoi. Ça monte mais c'est totalement décousu, ça part dans tous les sens. Donc oui, le mouvement de fond est haussier, mais alors par contre pour trader ça, trader ça, bon courage. Voilà, donc long terme, pour moi, si c'est pas facile à trader, ça veut dire qu'il faut plutôt acheter sur repli et sur gros repli en l'occurrence, sur notamment voilà, en dessous des zones, notamment en dessous des zones des 12 €. Donc voilà pour moi pour Coface. Ensuite, vous avez bien entendu Airbus qui a continué de se replier aussi un petit peu cette semaine. Voilà. Donc on est toujours pour moi dans ce que vous disiez, hein, c'est-à-dire qu'on depuis, décembre, c'est pour moi, on est là aussi dans une phase de digestion. Pour être intéressé à proximité du support oblique, voilà. Court terme, je vous la montre pas, trading, je vous la montre pas parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de sens. FDJ, elle a tendance à beaucoup zigzaguer. FDJ, qui a fait son pullback attendu, ici, donc c'est là où un peu on a la zone de vérité. La semaine dernière, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit: «Je veux une consolidation intermédiaire». Donc oui, c'était exploitable ici de jouer la cassure pour moi. Donc voilà, jouer le break ici notamment des 25-20. Donc c'est plutôt pas mal quand même, hein. C'est plutôt encourageant. On est dans la zone dure évidemment, de la zone de pullback, mais c'est plutôt quand même assez encourageant. Le plus dur reste à faire, vous le savez, puisqu'il va falloir à nouveau s'affranchir de la moyenne mobile à 200 jours, construire une petite figure et éventuellement ensuite redémarrer quelque chose voilà, quelque chose d'intéressant pour vraiment retourner la tendance. Mais voilà, moi je trouve que
sans vouloir dire que ça y est, on a retourné la tendance, etc. Je trouve qu'il y a c'est de mieux en mieux. Voilà. C'est de mieux en mieux, FDJ quand même, tiens à le dire. C'est de mieux en mieux. Il y a peut-être, on est peut-être sur un point d'inflexion sur FDJ. Donc voilà, encore une fois, il va falloir valider ça dans les prochaines semaines, mais voilà, je trouve que c'est encourageant. Et où notre M10? Ben, la M10, elle arrive, donc là aussi, hein, vous voyez, cette M10, elle a fait résistance ici. Donc vraiment, toute cette zone-là des 26-27 va être une zone très, très, très importante, de voir si si on a la capacité, ça c'est un rebond, qu'on a la capacité d'aller plus loin. Je pense qu'elle peut, mais il va falloir le prouver. C'est toute la difficulté, évidemment. Equinox, qui, elle, est revenue sur un niveau de pullback aussi. Donc, on a pété les plus bas. On vient ici faire la zone de pullback. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que malgré tout, donc dans la tendance bien sûr qui est baissière de long terme, malgré tout, je trouve que ça ressemble quand même plutôt à une figure de continuation. Donc à suivre de très très près. Si on repasse au-dessus de la M10, on peut tenter quelque chose en mode trading pour aller chercher les 2,60 et éventuellement plus aux alentours des 3 euros. Évidemment, on lâche par le bas, on laisse tomber et on passe à autre chose. Donc éventuellement, pour les plus agressifs, signal d'achat au-dessus déjà des 2,17 et au-dessus ici des 2,23. Évidemment, le stop sera situé sous les 2 euros, quelque chose comme ça. Donc le ratio gain-risque il est plutôt bon, je ne vais pas mesurer, mais je pense que le ratio gain-risque il est plutôt intéressant sur Equinox. Évidemment, c'est de la contre-tendance. Hein. Alors, je suis très content, Genfit, parce que j'en ai pas mal. C'était un des titres à suivre. Donc, avec notamment ce fameux range, là aussi, encore une fois, hein, ce range de long terme. Et elle a pété. Elle a pété, Genfit. Magnifique, vraiment superbe. Donc, voilà, très content. Bravo à celles et ceux qui la suivaient. Je sais que certains la suivaient, parce que j'ai eu des messages. Donc, voilà, intéressant. Et depuis, pouf, voilà, on a une belle congestion ici qui a été mise en place. Donc, c'était intéressant. Depuis, il n'y en a pas vraiment. Depuis, il n'y a pas eu de possibilité. Il n'y avait que vraiment cette possibilité-là, ici. Donc, voilà, en jouant, bien évidemment, la cassure. Hein, et derrière, ça faisait quand même un potentiel intéressant, puisque c'était quand même 45%, vraiment intéressant. Donc, vraiment top. On en avait parlé ici aussi, à la cassure. Bon voilà, rien à dire, hein, Genfit, c'est vraiment une action intéressante pour moi. Hein. Chaque repli avec une congestion peut être exploité pour continuer de jouer le retournement potentiel de la tendance. Semco, un titre que j'aime beaucoup également, Semco Technologies, donc c'est un petit titre. Donc je vous la mets en journalier parce que ça a été introduit uniquement l'année dernière, il y a quelques mois. Ce que j'aimerais beaucoup là, c'est qu'on soit voilà, sur un truc comme ça. Donc j'aimerais beaucoup qu'on aille chercher ici cette zone-là et là jouer derrière le retournement. C'est ce que j'espère. Je ne sais pas si c'est ce qui va arriver. Hein. Je dis que c'est ce que j'espère. Nous verrons. Mais oui, c'est une action toujours évidemment qui m'intéresse. Tant qu'on restera au-dessus des 28 euros, c'est une action qui m'intéressera. Ensuite, vous avez du Stiff également, très belle action aussi. On en avait parlé dans la congestion là. On a pété et là on fait un petit peu la figure aussi intermédiaire. Donc ça c'est intéressant à suivre de près cette figure là. Si on arrive, voilà, ça suit vraiment bien le scénario. Si on arrive à bien affiner tout ça, à bien ici faire une réduction de volatilité et derrière à passer le cap, à breaker et à relancer la tendance. Donc à suivre de près. Stiff, c'est pas cadeau, mais c'est vrai que c'est une action quand même de qualité. Donc c'est vraiment intéressant. De CRSI, incroyable, hein, incroyable de CRSI, je vais y arriver. Et là, incroyable. Donc à chaque fois, hein, on l'a suivi depuis un petit moment déjà, la cassure ici, les congestions, les fur et à mesure. Et depuis, il n'y en a plus par contre. Alors attention parce que depuis, vous voyez, là, à mon avis, de CRSI, elle prépare une configuration plus longue. Je dis pas un retournement, hein, je dis pas qu'on c'est la hausse est terminée. Je pense simplement que les congestions intermédiaires qu'on a eues, vous voyez ici, 5-6 bougies, 5-6 bougies, 5-6 bougies. Là, au vu de la volatilité et au vu des volumes, à mon avis, voilà, au vu de la volatilité, au vu des volumes, à mon avis, on prépare une figure, à minima une figure beaucoup plus longue, beaucoup plus large. Je fais volontairement très large, mais à mon avis, cette volatilité-là, voilà, il va falloir l'absorber avant éventuellement de repartir. Ça, on le verra plus tard. Donc là, c'est du stand-by pour moi sur 2 CRSI, à part ceux qui veulent faire de l'intraday, qui veulent acheter des excès baissiers, qui veulent... Bon, ça c'est différent. Mais en tout cas, pour moi, on attaque une période de construction de longue figure.
Worldline, alors là, c'est fabuleux, hein, Worldline, alors Worldline incroyable, donc Worldline qui mine de rien, évidemment, bon, c'est un titre en très grande difficulté, hein, je vous le mets en mensuel, qui mine de rien est en train, voilà, de casser notre notre oblique de long terme. C'est incroyable quand même, avec des résultats, assez catastrophiques et puis finalement, bah, les marchés, le marché, elle a ouvert rouge, hier et puis, vous voyez, elle a même baissé, puis derrière elle est repartie. Donc voilà, franchement, il y a pas grand chose à dire, c'est positif. Voilà, c'est ça qui est techniquement, à très court terme, attention, hein, on n'a pas retourné la tendance, hein, mais c'est positif d'ailleurs, on s'installe au-dessus de la M10, il y a une congestion, c'est plutôt pas mal. Donc franchement, à suivre quand même, c'est une action, la réaction du marché, qui est étonnante, donc à voir si on a une congestion et puis on joue derrière continuité du rebond, hein. On n'a pas retourné la tendance, hein. Pour retourner la tendance, il va falloir que vraiment on arrive à repasser au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours, qu'on construise au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours, que derrière on pète la construction pour qu'on aille plus haut. Enfin, bon, il y a énormément, énormément de boulot avant ça. Là, on en est vraiment qu'au stade du petit trader qui joue de rebond. C'est tout, hein, ni plus ni moins. Donc, mais en tout cas, voilà. La réalité, c'est que pour le moment, on a un tout petit peu de mieux après des mois, des mois et des mois et des mois d'errement sur Worldline, hein. Donc là aussi, à voir, éventuellement pour la suite. À regarder éventuellement pour un petit peu de trading. Pernod, beaucoup de mal. Beaucoup de mal, à nouveau déception, donc on a fait un très beau début d'année, puis on est revenu en arrière. On est revenu sur la zone des 77 en journalier. Voilà, souvenez-vous ici, donc je zoome un petit peu, hein. Je vous refais les vidéos d'avant, mais en résumé, rassurez-vous, on était dans un biseau descendant, on a cassé le biseau descendant, on a fait la petite figure, on a fait le premier push et on a pété à la hausse. On a fait le premier push et on a pété, pardon, à la baisse. Donc, ce qui est intéressant, par contre, pour moi, alors est-ce que c'est mort? Est-ce que pour moi c'est mort? Non, à condition, par contre, de ne pas lâcher vraiment la dernière zone où nous sommes, hein. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment tenir cette zone-là, la zone des 76. Pour moi, c'est timoré, c'est très timoré, mais c'est pas mort encore tout à fait. Voilà, si on passe sous cette zone-là, on voit que c'est pour le moment, c'est acheté quand même, aujourd'hui en tout cas, on verra à la fin de la journée. Si on lâche ça, attention, parce que le dernier espoir, c'est que quelque part, on a fait le pullback, on fait la congestion, on relance, on fait la congestion, on fait oh, 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 et éventuellement, on a le pattern de retournement. Voilà. C'est ça que j'imagine, que c'est l'image mentale que j'ai. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, j'en sais rien. Je dis que c'est l'image mentale que j'ai, l'image mentale positive. Et si vous avez une image mentale négative, ça veut dire que ça fait ça. Donc là, bon, ça nous intéresse pas vraiment. Donc, étant donné qu'on est acheteur sur le marché des actions, on se construit des images positives avec des scénarios positifs, évidemment, évidemment. Ensuite, on a notre petite Capital B qui est allée en enfer, véritablement. Capital B, j'ai pas grand chose à dire sur Capital B. J'efface tout ça parce que du coup, ça a pas trop bien marché. D'ailleurs, je pense on pourrait presque tout effacer pour revenir à zéro. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va pas s'embêter, vous voyez. Quand ça devient trop relou, vous met tout effacer, voilà. Allez, au niveau, donc, j'ai pas grand chose à dire. Je suis partagé entre le fait de dire ça construit et entre le fait de dire: «Oh attention, c'est peut-être un petit pullback ici, hein». Donc attention quand même, il va falloir repasser déjà au-dessus des 73 centimes pour éventuellement espérer mieux et après, bah, vous pouvez avoir peut-être, une figure. Donc on verra si c'est un biseau descendant ou pas. Voilà, c'est très prématuré, hein. Là, je trace pour avoir des repères, mais en réalité, c'est très prématuré. Voilà, donc j'ai franchement, pas grand-chose à dire sur Capital B. Voilà et les traders intraday, éventuellement, il y a de la volatilité à exploiter, mais grosso modo, en swing, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Vous avez du SEB qui se réveille un petit peu, enfin, donc voilà. Alors on a fait la mèche haute, on fait le pullback, là aussi, à voir. Faut tenir les zones de support. Pour moi, le support est là. Tant que SEB tient les 50 €, c'est un chiffre euro en plus facile à retenir. Tant que SEB tient les 50 €, il y a de l'espoir. Si on relâche les 50 €, attention. Ah, Verbio! Ah, je suis content parce que je sais qu'elle a été prise par j'ai oublié son pseudo. C'est lui qui me l'avait proposé d'ailleurs, il y a bah, c'était ça, fin 2025, septembre 2025, exactement. Le trade que je vous avais proposé, il était ici, au-dessus, donc octobre. Octobre, la réduction de volatilité, c'est là où on voit bien
la congestion derrière et derrière l'accélération. Il y a rien à dire, hein, sur Verbio. C'est très haussier, franchement, c'est canon. Donc, si vous en avez, il faut continuer d'accompagner. C'est un gain de 100 encore par rapport au signal d'achat. Donc, j'ai rien à dire. Je pense qu'on peut pousser, on n'est plus très loin maintenant, hein, mais on peut pousser jusqu'au 30 et après, nous verrons. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur Verbio, pardon. Après Verbio, on passe à Veolia. Alors, on passe à Veolia, que vous connaissez bien évidemment tous, qui fait partie, vous le savez aussi, de mes convictions pour cette nouvelle année, qui a bien progressé. Moi, je vous l'avais proposé en conviction au mois de novembre. Depuis, elle a quand même bien, bien, bien progressé. Les résultats, c'était pas mal. Voilà, elle a quand même progressé de 20%. Et voilà, on a breaké. Donc, ce que j'aimerais beaucoup, moi, voir sur Veolia, c'est une petite conso pour bien faire une figure et préparer derrière, si vous voulez, une éventuelle nouvelle tendance haussière sur le titre pour aller chercher. J'aime beaucoup la zone ici là des 45 euros. Voilà, je sais pas si on aura le potentiel, mais en tout cas, c'est vraiment pas mal sur Veolia. D'ailleurs, bon, si on trace, oh non, c'est pas ça que je voulais. C'est plutôt, ouais, allez, on va dire ça. Voilà, on peut pousser. Ouais, allez, je suis peut-être ambitieux. 40 euros. On va dire 40 euros dans un premier temps, ce serait quand même pas mal. Donc voilà un petit peu ce que j'attends. J'ai pas grand-chose à dire sur Veolia, hein. Vous connaissez, voilà, on a déjà beaucoup parlé. Pour le moment, elle est plutôt pas mal. Technip Energy, donc on en parlait la semaine dernière sur notamment la cassure du range. Voilà, elle était là, la cassure du range. Donc on a eu le mouvement qu'on attendait. Bon, il y a eu la publication pour il fallait pas. Quoique non, elle a augmenté avant la publication quand même, hein. Donc belle accélération. Donc pour moi, est-ce que Technip Energy, voilà, dans le secteur aussi évidemment, énergie peut continuer à progresser ou pas? Je sais pas. En tout cas, on va suivre de près. C'est un beau titre. Je trouve que c'est quand même correctement valorisé maintenant. Donc à voir. Si éventuellement on a un petit repli avec une congestion, pourquoi pas? Et idéalement même sur cette zone-là. Donc voilà. Mon analyse, elle est plutôt d'observer aujourd'hui sur Technip, Unibail qui est toujours hyper intéressante. On l'a suivi depuis la cassure ici, l'immense congestion. On l'a vraiment regardé les foncières. Donc on passe d'ailleurs aux foncières, hein. Donc avec Unibail évidemment, hein, qui est parmi pour moi celles qui peuvent pousser encore. Pourquoi pas aller au 120? Donc vraiment un vrai réveil de cette valeur-là. Beaucoup moins d'ailleurs même de Nexity qui est toujours en galère, qui aujourd'hui prend 6%, mais bon, quand on prend du recul, bah, il se passe pas grand-chose, on est dans un biseau descendant. Moi, vous le savez, ce que j'aimerais beaucoup sur Nexity, c'est un, une petite peur avant éventuellement de casser et de repartir, c'est ce que j'attends, mais je ne sais pas si c'est ce qui va arriver, ça c'est autre chose. Donc voilà, pas grand-chose à dire. Argan, j'aime beaucoup, 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 vous le savez, Argan. C'est Argan sur le Nice, je suis pas la bonne. J'ai mis Argan sur le Nice, oui, c'est pas celle-là. Donc on en parlait beaucoup, bien sûr, sur la cassure. Et là, alors ça pourrait être le titre à suivre. Regardez ce qui est en train de se passer sur Argan. Vraiment très intéressant. Donc voilà, titre évidemment à suivre de très très près, Argan. Donc voilà, vraiment quelque chose de très très intéressant qui est en train de se passer. Donc voilà, fait partie des foncières vraiment à suivre de très très près. Argan, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Objectif pour moi revenir vers les 80 déjà, 80, 82. Bon, et après nous verrons pour la suite. Vous avez Covivio aussi qui est voilà. Alors il y a Covivio et il y a Covivio Hotel. Covivio aussi qui est en train voilà, de se réveiller. On en avait parlé ici en 2023, ça date, hein, ça date, effectivement, sur l'immense repli là. Depuis, regardez, un petit peu à la Argan, là, elle a fait sa congestion, et elle aussi, elle donne un signal, c'est intéressant. Covivio Hôtel, du coup, je vous fais les deux, allez, on y est. J'en ai un peu plus, je vous le mets avec, comme dirait mon boucher. Hop, voilà, et voilà, éventuellement, vous avez cette congestion à suivre quand même, qui peut être éventuellement intéressante. Je vous la montre en hebdo, elle est pas mal. Éventuellement, sur cassure ici, de ce niveau-là, des 24 euros, ça peut être quelque chose à suivre si on a ce genre de tasse avec Anse. Donc vraiment, voilà, des actions, vous avez vu, Covivio à suivre, Argan à suivre. Vous avez également du Carmila, plus compliqué à trader, Carmila. Mais là aussi, voilà, malgré tout, vous avez des phénomènes de congestion qui s'opèrent. Voilà, hop, belle congestion.
Pas la plus belle, hein, Carmila, quand même. Elle est moins belle que Argan ou que Covisio, mais si là aussi on a une congestion, on peut aller éventuellement chercher. Vous avez Icad qui est la plus en difficulté, mais par contre, regardez, on est revenu sur les plus bas de 2000 et regardez la congestion incroyable, incroyable, la congestion que fait Icad. Je ne sais pas vers où ça va aller, mais ça va déboucher sur un mouvement quand même assez important. Donc à suivre de près, si on casse par le haut, Icad peut vraiment accélérer. Les plus agressifs pourront éventuellement trader la cassure des 23 et éventuellement ensuite la cassure des 24,84. Donc voilà, Icad. Donc voilà pour le secteur des foncières. Je vous avais parlé aussi en début de vidéo du secteur communication. Donc vous avez du SES qu'on suit depuis un petit moment, qui est intéressante, je trouve. Donc on est loin d'avoir retourné la tendance, mais vous voyez, on a une belle zone ici. Si on dépasse les 7 euros et des bananes, on peut avoir vraiment, pour moi, quelque chose qui se déclenche. Donc à suivre de près, SES. Éventuellement, vous avez bien sûr Eutelsat que j'aime moins, mais alors que j'aime moins tout simplement parce qu'elle est très baissière, hein, donc voilà, il y a pas de sujet là-dessus. Mais elle est intéressante par contre à court terme. Elle est intéressante à court terme. Pardon, je nettoie ma chambre, ça c'est les trades MTT. Hop, 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 hop. Elle est intéressante à court terme parce que voilà, on a des figures qui ont cassé par le haut, figures cassées par le haut. Et là, à nouveau, on a cette congestion-là qui est en train de se former. Donc, si vous avez une congestion, vous pouvez tenter la cassure. Objectif, bon, fermer le gap, déjà, parce que le gap, je vous rappelle, il n'est pas là. Ça, c'est une erreur. Le gap, il n'est pas là, il est là, le gap, d'accord. Pourquoi? Parce que la clôture, elle a eu lieu là. 95% des traders, malheureusement, tracent très mal leur gap. La clôture, elle a été là, et l'ouverture, le lendemain, elle a été là. Donc vous avez eu un gap qui a fait tout ça. D'ailleurs, si vous mettez en unité de temps 4 heures, par exemple, vous allez voir que voilà, je fais un peu une analyse fonda, hein, en 4 heures ou même en 1 heure carrément. Voilà, vous allez vous rendre compte que, voilà, le gap il était là. Alors si je me mets même en 1 minute, hein, carrément, hein, il faudrait zoomer exactement, mais on a clôturé ici. Voilà, donc le gap et le lendemain, voilà, vous avez eu l'ouverture et l'ouverture elle s'est faite ici. Donc tout ça en fait, c'était une zone de gap. Voilà, si vous zoomez encore en 30 minutes, je pourrais pas remonter jusqu'à il faudrait mettre plus d'unités. Bon bref, vous avez compris le voilà, c'est juste petit aparté. C'est d'ailleurs un module de formation, hein, là-dessus. Il est sur le site. Donc voilà, en tout cas, Eutelsat à suivre de près. Orange, alors pour moi Orange, attention, hein, elle a énormément progressé, il y a rien à dire. Donc on avait proposé aussi d'ailleurs un achat au-dessus des 16,55 €. Donc voilà, il y a rien à dire. Par contre, c'est bien valorisé maintenant. Attention à ceux qui veulent rentrer pour du long terme sur, Orange. Parce que pour moi, voilà, on a fait vraiment le job, hein. On avait un objectif des 16,50 €, on a fait même un peu plus. Donc voilà, attention, c'est bien valorisé quand même maintenant Orange. On passe, si vous le voulez bien, donc aux actions américaines, avec d'abord Mastercard. Mastercard, zéro surprise. Voilà, on s'attendait à ce genre de mouvement. Là aussi, on a une énorme digestion. Ça peut être long, ça peut durer des semaines, des mois, peut-être même des années. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Vraiment, acheter sur gros repli s'il y en a. Sinon, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Netflix, qui a un petit peu de mieux. On commence, vous voyez, on avait la zone, ça fait des mois et des mois qu'on atteint cette zone, hein. La zone grosso modo des 70, et ce qui est encourageant, c'est qu'on voit que ça y est, les acheteurs, ils sont en train de réagir. Vous voyez la mèche en cours là? Donc, on voit qu'il y a des réactions, on voit que, voilà, il y a de plus en plus de réactions, donc ça c'est encourageant. Ça ne veut pas dire qu'on a retourné la tendance, ça veut dire simplement qu'on peut être dans un moment où on va construire peut-être un biseau descendant pour ensuite repartir. Donc, toujours en observation, et toujours éventuellement à regarder, notamment si on arrive dans cette zone-là. C'est une première zone, hein, il y en a d'autres. C'est la première zone à regarder de très près. Micron, alors là, par contre, elle, zéro repli, hein, Micron. Elle est où? Mince. Micron ne voulait pas? Ah, si, elle est là. Donc voilà, zéro repli, 0, 0, 0 repli. Pouf. Donc là, c'est du trading court terme. Par contre, quand même, hein, ce que je dois dire, c'est que ça ressemble quand même plutôt à une figure de continuation. Donc, assure de près, si cette figure de continuation-là, la volatilité continue à se réduire, on peut éventuellement tenter un achat au-dessus, voilà, pour jouer la continuation avec un stop, loss, évidemment, sous le dernier creux, on verra où il est, ou si vous êtes un peu plus moyen terme, moyen long terme, sous le dernier plus bas.
représenté ici au mois de février dernier. Le 9 février dernier, OK? Alors ensuite, vous avez du Mercado Libre qui s'est enfin replié et il était temps. Mais beau repli par contre, hein. Beau repli de Mercado Libre qui abandonne depuis ses plus hauts, quand même 37, c'est pas rien. Est-ce qu'on est sur une zone d'opportunité? Je sais pas. En tout cas, forte, non. Intermédiaire, oui, éventuellement. Mais attention de ne pas faire all-in là sur votre taille de position. Pensez quand même à garder des petits renforts à proximité du support oblique. Et si ça lâche beaucoup plus, à proximité ici des plus bas de 2022. Voilà pour moi les trois zones. Dans la pondération, je ferais plutôt, allez, on va dire 20, 25, 40 et 35, quoi. Voilà, grosso modo, ce que je ferais, quoi. Voilà. Un petit tiers, un gros tiers et un petit tiers. Voilà, grosso modo. Ce que moi je ferais à titre perso. Vous avez du circle. Alors, ouais, il faut zoomer en unité de temps journalière hein, pour Circle parce qu'elle a été introduite en juin. Donc, on se met en données journalières. C'est encourageant. C'est encourageant. Je nettoie tout ça, c'est plus la peine. Paf, 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 paf. Les plus bas ont été pétés. Et comme je vous dis très souvent, hein, lorsque les plus bas sont pétés, souvent il faut observer les cours. Et là, les cours, bon, ils ont fait une congestion. Il y a eu l'annonce des résultats, donc voilà. Par contre, on revient sur une zone de résistance qui est ici, qui est très très bien, très visible, très très bien visible. Ici, clac, clac, clac. Hop là. Donc moi, ça m'intéresse éventuellement, hein. Franchement, ça m'intéresse, mais je veux mon petit voilà. En gros, en fait, c'est très simple, hein. En fait, ce que je veux, ce que j'aimerais, voilà, ce que je veux, ce que j'aimerais, c'est avoir quelque part ce genre de pattern-là, l'avoir ici. Voilà et donc là, éventuellement, on prendra la cassure pour jouer un retour déjà vers les 113 et éventuellement plus tard vers les 144. Donc c'est ce qu'on va observer. Salesforce, alors les résultats sont pas bons, mais là aussi c'est intéressant parce que j'ai vu, qu'ils étaient plutôt achetés. Je dis bien plutôt. Donc un rebond. On n'a pas quand même touché la zone que j'attendais. Je suis encore presque, hein, presque, hein. Il manquait 7-8. J'attends encore, ça fait 1 an, hein, qu'on attend cette zone-là, donc on peut attendre encore quelques semaines. Mais oui, quand même, on voit que de plus en plus, voilà, petit à petit, le marché est en train de se dire: «Ah, est-ce que c'est quand même pas, intéressant pour du long terme?» Donc toute cette zone-là, voilà, après on verra 160, 165 et la deuxième zone là, plutôt sous les 130 jusqu'aux 110. Donc pour, Salesforce. Un autre titre ensuite qui s'appelle, Duolingo. Alors ils ont annoncé les chiffres hier soir, je crois. Je crois que l'aftermarket était vraiment pas bon. Je crois que j'ai vu -15 ou -20, donc attention. On avait identifié 2 zones. Celle-ci est malheureusement, je dis malheureusement parce que je pense qu'on y va tout droit, celle-là, la zone des 65 $. Il y a eu 0 réaction. Voilà, je crois on attendait voilà. On attendait la construction dans un biseau descendant et vous avez vu que ce biseau descendant, non seulement il s'est pas formé, mais en plus il a lâché. Alors attention, encore une fois, l'aftermarket, il disait -15, bon, on est encore loin, mais voilà, bon, pour le moment, franchement, il y a rien à faire sur ce titre-là, malheureusement. C'est un titre qui, je trouve, qui est pas inintéressant fondamentalement, mais pour le moment, le marché n'en veut pas, donc il faut attendre vraiment une congestion, un retournement pour éventuellement tenter quelque chose. Celui qui est intéressant aussi, c'est ServiceNow, qui est revenu donc sur une zone qu'on attendait depuis longtemps. Vous le savez, c'est la zone de support oblique. Il y avait 2 zones que je vous avais proposées, sous les 74 jusqu'aux 60 et cette zone de support oblique. Il y a quelque chose, il y a une mèche, donc faut regarder de très près. Voilà, un peu comme je sais plus quel titre Capgemini. Capgemini tout à l'heure, où on parlait de vous vous souvenez de cette construction vraiment le pattern se ressemble de très près. Voilà, cette construction un peu en double ou triple creux. Donc vraiment, si on a une pattern là, ce serait top de jouer la cassure ici des 111 pour jouer une continuation. Donc à suivre de près ce titre qui, redevient aussi voilà, c'est des titres qui étaient très, très bien valorisés et tout à coup qui se mettent à perdre 60. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et enfin Nvidia. Bon, là aussi, comme je l'expliquais, attention, les mouvements court terme n'expliquent pas grand-chose. Pour moi, même aujourd'hui, le mouvement d'aujourd'hui d'Nvidia ne voudra pas forcément dire grand-chose. Il faut attendre, il faut patienter, il faut prendre du recul. Pas avant la semaine prochaine, voire même celle d'après, vous aurez vraiment les intentions des investisseurs. Juste, moi, ce que je peux dire, encore une fois, c'est que ben, autant on était acheteur ici en avril, autant là, je ne le suis plus.
même si je trouve que les résultats sont fabuleux, etc., etc. Parce que pour moi, voilà, on peut même aller chercher des nouveaux plus hauts, il n'y a pas de sujet, mais le ratio gain-risque est insuffisant. Voilà. Donc nous verrons s'il y a un repli à proximité de ce support oblique. Pourquoi pas revenir d'ailleurs tester les plus hauts là, hein. Là, ça serait top, hein, revenir, vous voyez, dans cette zone-là, la zone des 140, qui pourrait correspondre à la fois à la zone des plus hauts de 2024 et le bas du support, voilà, le bas du canal, pardon, du bas du canal haussier. Donc voilà, ce ne serait pas une baisse énorme, hein, ce serait une baisse de 20%, 25%. Ce serait tout à fait sain. Et pour le coup, je pense que ça offrirait une belle opportunité. Il y a une deuxième zone en cas de catastrophe qui serait plutôt là, donc les plus bas d'avril. Mais voilà, déjà la première, les amis, déjà la première serait une très très belle zone. On passe aux 4 titres à suivre. Alors, 4 titres à suivre, j'ai 2 titres, je vous avais promis, spéculatifs. Bon, Advicen, donc spéculatif et un peu daube, hein, je vous l'avoue. Un peu d'aube. Donc vous avez Advicen. Moi, je vous mets à l'aise, comme ça au moins il n'y a pas de. Je les traite pas à titre perso. Voilà, moi, je fais plus ça. Pour une raison simple, c'est que souvent ça manque de liquidité. Il faut regarder le carnet d'ordre, il faut regarder les news, il faut se tenir au courant, etc. J'ai plus le temps. Vous savez, en ce moment, je suis sur un projet qui me prend beaucoup de temps. Donc je fais surtout des swings depuis 3-4 mois là que j'écris ce livre. Du coup, je fais que des swings, des achats à long terme quand il y a des opportunités, très peu d'intraday et alors pas du tout de dob. Comme ça au moins ça m'évite de stresser. Bon bref, en tout cas, ce que je peux dire c'est que Advicen, pourquoi elle est intéressante? Parce que voilà, on a eu cette réduction de volatilité, on est en train de tenter de casser ici donc la zone. Vous pouvez tenter un peu de spéculation pour revenir vers les 3 euros. Voilà, deuxième titre un peu spéculatif, c'est Sensorion. On en avait parlé il y a 15 jours, je crois. Donc, oui, c'est ça. Avec cette congestion-là, on est en train de jouer avec la cassure. Donc, si on casse, on peut avoir une accélération à minima pour revenir vers les 55 centimes. Donc, ça se tient tant que, là aussi, évidemment, vous tenez les 25 centimes d'euros. Ensuite, vous avez une action, malheureusement, qui a été sanctionnée aujourd'hui. C'est Fugro. Mais c'est pas mort encore, j'attends la réaction parce que c'est un titre, vous voyez, qui avait construit une base ici, voilà. Je vais la mettre du coup en résistance en rouge, hein. Construit une base, hop, résistance, 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 résistance. On a cassé. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir si on a la capacité, par là, j'en sais rien, de réagir, de construire et éventuellement de relancer. Vous voyez que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la moyenne mobile ici à 200 jours qui est en train de s'aplatir et éventuellement pourrait derrière nous amener à une construction. On en est très loin encore, hein. Voilà, là c'est vraiment c'est un titre à suivre plutôt dans les semaines, voire les mois à venir. Et enfin, bien entendu, ma petite pierre à vacances, il manque plus qu'elle. Il manque plus qu'elle qui arrive en vacances pour qu'on ait un taux de réussite presque de 100%. C'est incroyable. Donc voilà, il manque plus qu'elle. Il manque plus que ma petite chérie, ma petite Pierre et vacances. Après les Andy, les Veolia, les Bouygues, les de Richebourg, etc., etc. Ben, il manque plus qu'elle, qui faisait partie voilà de mes convictions un peu importantes. Donc éventuellement, voilà, si on a une cassure de ce niveau-là, hein, une cassure au-dessus des 1,88, on peut avoir une accélération et j'espère sortir de toute cette congestion qui dure depuis un peu plus de 2 à 3 ans. Voilà les amis, et puis on termine bien entendu par le screener Trend Following. Voilà, le screener Trend Following, il y a eu quelques nouvelles entrées, hein, notamment, bien sûr, Calray, Viridien, Deme, Andy qui est là aussi, bien entendu. Voilà, Bouygues qui est là aussi. Bref, voilà, pas mal d'actions qui sont actuellement en trend following. Je rappelle que le code de ce screener est accessible gratuitement sur le site www.lepodcastdelabourse.fr dans la rubrique formation gratuite. Voilà les amis, désolé si j'ai pas mal toussé, je traîne quelque chose là depuis quelques jours, j'espère que c'est pas bien grave. Désolé si j'ai parlé un peu du nez ou si j'ai toussé plusieurs fois, j'espère que la qualité n'a pas été trop altérée. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end et j'espère qu'on se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine. Je vous embrasse, bon week-end, à plus, ciao.